Xavier Schneider, bonjour. Bonjour Johan. Merci d'intervenir sur notre podcast Project It. Est-ce que, avant de commencer ta petite interview sur laquelle on va passer une bonne heure ensemble, tu pourrais te présenter très rapidement pour que nos auditeurs puissent savoir qui tu es? Oui, bien sûr. Donc, mon nom est Xavier Schneider, j'ai 51 ans, j'habite sur Strasbourg, dans l'est de la France. Je travaille maintenant depuis 4 ans chez Nagarro, qui est un intégrateur, qui est notamment un intégrateur du logiciel SAP. Et donc, j'ai une double casquette chez Nagarro. Je suis chef de projet, c'est-à-dire que je mène avec des équipes de consultants fonctionnels et consultants techniques des projets de mise en œuvre de SAP chez nos clients. Et je suis également manager d'une équipe de chefs de projet et de service manager. On est une équipe de 6 personnes au total aujourd'hui. Parfait, merci, merci pour cette très rapide présentation. Donc, avant de commencer, j'aimerais remercier également Aude et Ludivine Marie, pardon, qui travaillent pour le cabinet GTEC et qui nous a mis en relation. C'est comme ça qu'on va pouvoir échanger aujourd'hui tous les deux. Donc, on les remercie encore une fois. Et donc, avant de commencer un petit peu sur ton activité actuelle, pardon, est-ce que tu pourrais nous faire un petit descriptif de tes expériences passées? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler pour ton entreprise actuelle? Par quel parcours, en fait, tu es passé? Alors, un parcours un peu, on va dire, un peu atypique. C'est-à-dire, j'ai fait des études dans la génie mécanique et la productique. Mais voilà, génie mécanique, j'ai un peu mis de côté parce que c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Et la productique m'avait déjà ouvert sur la notion de système d'information et comment une entreprise peut optimiser ses moyens de production, enfin sa production, sa qualité de production, anticiper des besoins. Et donc, ça remonte déjà à quelques années, hein, c'était dans les années 90, sur la base de certaines logiques. Hein. On parlait de juste à temps, on parlait de calcul de besoins, PIC, PDP, MRP, et aussi, sur des bases déjà de premiers logiciels hein, qui se mettaient en œuvre, des logiciels intégrés qui permettaient d'être en support de ça. Donc c'est ce qui m'a déjà, on va dire, intéressé. Et j'ai démarré en fait ma carrière dans le domaine industriel. Hein. Donc j'ai travaillé dans la gestion de production, j'ai travaillé dans la gestion des achats, de l'ordonnancement. Et donc je pilotais, on va dire, l'ordonnancement et la production d'îlots de fabrication dans différents domaines, mais toujours dans le domaine industriel. Et voilà. Et c'est ce qui m'intéressait, c'était vraiment comment on pouvait organiser des moyens, des hommes, anticiper des besoins ou on va dire utiliser des informations que nous donnent nos clients, par exemple par rapport à des prévisions de vente ou des historiques aussi de consommation, et les mettre en œuvre pour anticiper les besoins et être toujours finalement en juste à temps ou gérer des pièces en stock hein, pour qu'on puisse les avoir à disposition de nos clients. Donc ça a été mes premières années d'expérience. Et je sentais que effectivement j'avais un intérêt par rapport au système d'information et ça m'a donné envie d'aller plus loin là-dedans. Donc j'ai eu l'opportunité sur un projet dans un premier intégrateur qui faisait un gros projet dans une entreprise on va dire un brasseur sans vouloir le nommer, de la région de Strasbourg, mais les connaisseurs reconnaîtront la marque. Et voilà. Et en fait, c'était un projet qui était en cours par un intégrateur, donc un projet SAP. Et ils se rendaient compte qu'en fait, ils avaient des spécialistes de SAP, ils avaient les gens du métier, et en fait, ils n'arrivaient pas forcément à se comprendre. Et ils se rendaient compte qu'il fallait, on va dire, des personnes au milieu qui puissent bien comprendre leurs problématiques, les problématiques de gestion de stock, d'optimisation de stock, d'optimisation des niveaux de stock, hein, d'intégration d'historique de vente, d'achat, etc. Et de pouvoir, on va dire, avoir une discussion au même niveau de compréhension métier et de se dire, OK, maintenant, je vais regarder, en fonction de tes besoins, je vais regarder dans le système SAP comment on va pouvoir répondre à tes besoins. Et c'est comme ça que j'ai jumpé, on va dire, dans le monde SS2I, donc dans des sociétés intégrateurs de SAP, en tant que consultant métier, consultant fonctionnel, et toujours dans les domaines de la prod, des achats, un petit peu de la vente, mais surtout de la gestion de stock, et optimisation des stocks. Donc en fait, tu as, on va dire, de manière
très résumé, une forte appétence pour tout ce qui est lean manufacturing et lean management. Exactement, ouais, dans tous les domaines de la supply, du lean, etc., etc. Ouais, tout à fait. Et comment un système d'information peut t'aider à optimiser, voilà, on va dire oui, à optimiser tes décisions, anticiper tes décisions pour ne pas subir, on va dire, les événements entre guillemets, quoi, qui peuvent être de toutes sortes. Des commandes clients fortes, des commandes clients faibles. Anticiper, c'est toujours être en anticipation des événements qui vont venir. Ouais. D'accord. Donc, avant d'arriver dans ton entreprise actuelle qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Nagaro, c'est ça? Nagaro, Voilà. exactement. Ouais. Donc, avant de, bon, sans forcément citer tous les clients que tu as pu avoir, Ouais. sur quel type de produit en fait tu as dû intervenir? Parce qu'on parle beaucoup d'industriels, mais ça peut impliquer beaucoup de produits différents. Ah oui, tout à fait, ouais. Alors tu parles des produits les produits des clients. Qu'est-ce que Oui, produisaient oui, les clients? voilà, ce qui Ouais, était c'est ça. produit concrètement, ouais. Ouais. Bah, il y avait effectivement la partie beverage, comme on appelle ça, donc la partie boisson. J'ai également travaillé dans une coquerie, donc qui fabrique le charbon pour les fourneaux. J'ai travaillé également dans le domaine des cuisines, aussi avant cuisiniste du côté dans la région alsacienne. Aussi les produits comme les piscines, le béton. En fait, voilà, ça peut couvrir tout type de typologie de production de clients. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais également de la grande distribution, enfin de la distribution de vêtements, fabrication et distribution de vêtements. Donc tu vois, c'est toujours très industriel. J'ai moins travaillé dans la partie service, c'est-à-dire les banques, les choses comme ça. C'est moins mon domaine d'expertise, mais j'étais toujours finalement dans dans ce qui me plaît, c'est le concret. C'est de voir effectivement, lorsqu'on parle d'îlots de fabrication, on voit des moyens, des hommes. Lorsqu'on parle de niveau de stock, on voit des allées, des rangées, etc. Et comment on peut optimiser tout ça. Donc toujours dans le monde industriel, effectivement. Donc oui, en fait, on voit que en fait, t'as baigné dans le lean quasiment toute ta carrière. Même, je suppose, aujourd'hui, tu dois être impliqué sur ce genre de mise en place. Comment tu définirais le lean vu ton expérience? Parce que oui, il y a plein de définitions qui peuvent être appliquées, surtout aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup d'agilité. On peut très facilement imaginer que le lean tel qu'il est expliqué aujourd'hui n'a rien à voir à ce qui peut se faire ou ce qui se faisait avant. Est-ce que tu pourrais nous donner, on va dire, ta description de ce que c'est que le lean en fait, dans le domaine industriel, mais potentiellement dans d'autres types de domaines? Alors ouais, principalement, je pense que je peux imaginer dans le domaine industriel, le lean, c'est vraiment effectivement comment on va pouvoir optimiser un processus de fabrication, enfin revoir, on va dire, un processus end-to-end, c'est-à-dire dès l'expression d'un besoin d'un client, comment on va pouvoir optimiser ce transfert d'informations et cette optimisation des informations qui sont données à travers les historiques de conso, les commandes clients fermes, et pouvoir en déduire des informations qui sont très importantes, soit pour la production, le niveau de production, soit au niveau des achats, et donc l'anticipation des niveaux de stock. Donc je dirais, moi, le lean, c'est vraiment de pouvoir, on va dire, optimiser les informations qui sont très nombreuses et qui sont de plus en plus, on va dire, riches et rapides, parce qu'avec nos systèmes d'information, avec le monde maintenant qui va arriver de l'intelligence artificielle, on va dire, on va devoir ingérer et gérer plutôt beaucoup d'informations, et donc de minimiser aussi tout ce qui est tâches à faible valeur ajoutée. C'est surtout ça. C'est de dire, OK, comment l'outil de demain va pouvoir m'optimiser ma manière de travailler, et que c'est ce que propose vraiment fortement aussi SAP dans ses dernières solutions. C'est finalement, lorsque je suis en train de travailler, j'ai des informations, on va dire, de type KPI, reporting, etc., qui me permettent très rapidement de prendre des décisions au quotidien. Et donc de devoir vraiment éliminer ces tâches à faible valeur ajoutée, on dit toujours un peu ça, mais qui dit, OK, bah, moi je dois aller chercher les informations, je dois les consolider, je vérifie que je suis bien sur les mêmes critères de sélection, etc., pour en sortir finalement quelque chose qui va me permettre de prendre des décisions. Moi, je le vois comme ça, c'est la chaîne logistique reste toujours la même, bien évidemment. Commande, fabrication, achat, réception, stockage,
génération des livraisons, expédition jusqu'au client, et même avec les next steps qui sont la maintenance des produits qu'on envoie. Mais c'est d'optimiser cette chaîne et d'être vraiment toujours dans un temps le plus restreint possible, mais en gardant toujours la même qualité de service. D'accord. Là, tu nous parles surtout de processus, surtout de fabrication, de livraison ou même de maintenance ou de support. Mais quelle en est la partie pour la conception du produit en lui-même? Puisqu'en fait, on va dire qu'on pourrait très facilement imaginer que le lean pourrait s'appliquer après que le produit ait été imaginé, prototypé, si je peux m'exprimer comme ça, et puis qu'après, ben, on va essayer d'optimiser toute la partie processus. Mais est-ce qu'on peut appliquer toutes les techniques de lean, même en amont, avec la conception d'un nouveau produit, par exemple, pour éviter en fait on parlait de valeur, mais d'éviter de faire du gaspillage dès en fait les phases de prototypage ou de conception? Ouais, tout à fait. On se base beaucoup sur effectivement, on va dire dans un projet, on est en tripartie, hein, puisqu'on a Nagarro en tant qu'intégrateur SAP, le client bien évidemment, pardon, SAP en tant qu'éditeur. Donc c'est vrai que SAP met à contribution beaucoup d'expérience. Donc SAP, on va dire, c'est quasiment comme Nutella, hein, c'est 40 ans d'expérience qui feront toujours la différence. Mais voilà. Et à travers ces méthodologies aussi qui grandissent, hein, enfin ces méthodologies qui grandissent et propres à chaque éditeur, on voit qu'SAP déjà dans la conception de son produit, vraiment dans l'édition de son produit, intègre un certain nombre de processus, des processus standards, donc standardisés, et qui intègrent déjà tous ces besoins, on va dire, de lean management dès en amont, on va dire, donc dès le système. Et donc, c'est aussi nous, en tant qu'intégrateur, lorsqu'on va démontrer, on va dire, les processus standards que propose le système SAP avec le client, de pouvoir l'orienter. Donc, je vais aussi beaucoup parler plus tard de change management, parce qu'on va être vraiment dans un métier de change management, et de dire, ben voilà, on a un outil aujourd'hui qui intègre des fonctionnalités lean, d'optimisation. On a maintenant ce projet-là qui est une chance pour vous, qui n'est pas que un projet de digitalisation, comme on appelle ça, mais c'est souvent ce qu'on appelle un projet de transformation digitale. Donc ça, les deux mots sont très importants. Et comment finalement ce projet va transformer vos manières de faire aujourd'hui, qui peut-être sont à revoir, sur la base d'un éditeur, hein, donc d'une solution qui a été adaptée, on va dire, aux techniques nouvelles, ou on va dire avec toutes les expériences apportées, enfin les enrichissements des expériences de toutes ces années de projet. D'accord. Tu nous parles de SAP pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous dire, nous donner un descriptif de ce que c'est que le produit? Alors, SAP, c'est un logiciel de gestion d'entreprise, on va dire. Et donc, c'est comment, dans une entreprise, l'ensemble des entités d'une entreprise, la finance, la compta, les ventes, les achats, vont pouvoir gérer leur travail, hein, donc tout ce qu'on va saisir ou tout ce qu'on va utiliser comme information dans un système unique. Et l'avantage de ce système, c'est que souvent des entreprises travaillent sur la partie vente, achat, sur des logiciels comme Cegid ou autres. Les stocks, des fois, font ça sur un fichier Excel. Et l'idée, c'est de travailler sur un système qu'on appelle intégré. C'est-à-dire que dès que je saisis, moi, dès que les équipes sales saisissent une commande de vente, le besoin est tout de suite remonté, une alerte est tout de suite donnée aux gestionnaires de production, aux gestionnaires des approvisionnements, pour dire, tiens, une commande a été saisie, je vais devoir, ça va diminuer mon niveau de stock, je vais devoir réapprovisionner les choses. Donc, c'est un logiciel qui est entièrement intégré et toutes les entités d'une entreprise vont travailler dans un seul et même système intégré. Donc, c'est souvent un accélérateur, c'est souvent quelque chose qui est aussi un peu perturbant pour les entreprises parce que tout ce qui est comptabilisation, on va dire, les écritures comptables, sont également automatiquement faites. C'est-à-dire, je fais une rentrée en stock d'une commande fournisseur dans mon stock à moi, le coût de revient, le calcul de coût de revient de l'article est tout de suite valorisé. Donc, je ne fais pas qu'une rentrée en stock en quantité, je fais tout de suite une entrée en stock en valeur. Et donc, ça met automatiquement à jour, effectivement, la valorisation de mon stock. Et de la même manière, lorsque je réceptionne une commande fournisseur, par exemple, j'ai tout de suite en attente
puisque j'ai réceptionné une quantité à un prix d'achat, et ben j'ai tout de suite ce qu'on appelle une facture non parvenue, c'est-à-dire sur un compte comptable particulier, j'attends une facture de mon fournisseur, et lorsque le fournisseur m'enverra la facture, le rapprochement peut se faire entièrement. Donc voilà, il n'y a plus d'échange d'informations, d'envoi d'emails, etc., parce que tout est fait dans ce système SAP, qui est un système entièrement intégré. Donc c'est si on peut résumer, un outil qui aide à la gouvernance de l'entreprise. Complètement, exactement. Que ce soit au niveau managérial, je suis patron d'une entreprise, j'ai besoin de connaître la santé de mon entreprise à tout temps, que à tous les niveaux de l'entreprise, au niveau d'un magasinier qui a besoin de savoir, lorsque j'interroge mon stock, est-ce que j'ai du stock et où est-il stocké, et lorsque je reçois par exemple du stock, comment je peux optimiser le rangement et donc l'optimisation de mon entrepôt pour pouvoir gérer mes niveaux de stock et le lieu de stockage de mes articles. Voilà, ce sont des exemples. Mais voilà, c'est un système que l'ensemble des acteurs d'une entreprise vont utiliser. Ouais. Alors, je présume que c'est à destination quand même des entreprises qui sont un minimum matures, qui ont, on va dire, déjà, je vais parler de parcs, mais on va dire des activités qui sont assez larges avec plusieurs niveaux de départements, un nombre assez important peut-être d'employés, où en fait on va dire toute la partie supply chain peut-être est quand même assez poussée. Quand on fait par exemple une PME où on a une cinquantaine de personnes, est-ce qu'il y a une utilité d'avoir par exemple SAP? Ah oui, tout à fait, ouais. Alors tu parlais alors il y a différents niveaux de maturité. Nous, quand on aborde des nouveaux clients, il y a la maturité effectivement de leur processus. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes une entreprise nouvelle qui va grandir? Est-ce que vous êtes une entreprise qui existait depuis longtemps et vous avez une certaine maturité de vos processus métier? Et après, il y a cette maturité de ce qu'on appelle la maturité d'utiliser un ERP. Donc, SAP est un ERP, c'est-à-dire d'utiliser un système intégré. Et là, SAP, ben, effectivement, alors je dirais pour les TPE, TPI, déjà point de vue coût de licence et d'un point de vue, on va dire, force que représente SAP, c'est peut-être moins, on va dire, la cible. Mais dès les PME, voire ensuite bien sûr les grands groupes et les holdings, SAP apporte énormément de choses. Et c'est vraiment et encore plus on va dire avec la solution SAP Cloud qui apporte vraiment des méthodologies, de la méthodologie standard et quasiment du prêt à être utilisé. C'est l'idée de la solution SAP Cloud, ce qui fait que si une entreprise, quelle que soit sa maturité, est en capacité, on va dire, de gérer du change management et de dire, bah, demain, peut-être qu'on va modifier notre manière de faire pour fitter, comme on dit, pour être en phase avec ce que nous propose en standard le logiciel SAP, bah voilà, c'est quelque chose qui peut tout à fait être adressé. Donc le niveau de maturité, il peut être plus ou moins fort. On aborde bien évidemment le projet d'une manière un peu différente par rapport au public qu'on a en face. Hein. C'est pas négatif de dire qu'on a un faible taux de maturité. Justement, c'est le projet qui peut apporter cette maturité et ou des clients qui ont une forte taux de maturité, mais qui ont cette capacité de se dire, ok, on va peut-être changer certains de nos process, donc on est prêt à faire du change management dans cette transformation digitale. Donc il y a toujours ce mot transformation qui est important à garder en tête. Ok. Donc, on voit quand même que c'est comme tu parlais, c'est du change management aussi. Enfin, c'est une gestion de changement qui est assez lourde aussi de passer peut-être sur un outil comme ça. Essayer en fait, d'harmoniser, de centraliser, d'automatiser l'ensemble des process on va dire internes, mais aussi externes de l'entreprise sur différentes activités. Hein. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en termes d'approche, d'organisation, comment un projet, on va appeler ça un projet SAP, se met en place de manière résumée dans sa globalité. Mais si par exemple, est-ce que ça s'appuie peut-être sur des bonnes pratiques qui existent déjà, je pense, notamment on parlait de maturité, par exemple le CMMI, si on s'appuie peut-être sur du CMMI pour pouvoir évaluer le niveau de maturité de l'entreprise, comment on peut se positionner par rapport à un projet SAP, etc. Est-ce que vous, dans ton entreprise actuelle, vous avez un process d'organisation pour mettre en place ce type de projet qui est spécifique? Alors évidemment, il doit y avoir des adaptations nécessaires selon le client, mais globalement, comment ça se passe?
Alors, il y a plusieurs niveaux et ça, effectivement, on s'appuie beaucoup sur une méthodologie. Je l'évoquerai peut-être assez régulièrement, une méthodologie qu'a mis en place SAP qui s'appelle SAP Activate, qui donne un peu, on va dire, les bonnes pratiques, on va dire phase par phase dans ton projet. La première phase, hein, c'est ce qu'on appelle la phase Discover dans cette méthodologie SAP Activate. Et elle porte bien son nom, c'est-à-dire, OK, on va se découvrir. On va se découvrir, c'est-à-dire qu'on va rencontrer le client, on va comprendre quelle est peut-être pas sa problématique, mais son ambition par rapport à un projet de transformation digitale. Est-ce qu'il a une ambition de monter effectivement, comme tu l'évoquais bien, en maturité industrielle et en maturité digitale au cours du projet. Et ça permet, voilà, dans ces niveaux de discussion, on a un peu on va dire une grille de lecture qu'on complète et dire, ben, à la fin de cette premier niveau de discussion, on sait dire, OK, c'est un client qui peut être qu'on peut orienter dans un projet SAP et notamment SAP Cloud et ça permet au moins déjà de faire cette première on va dire évaluation. Après nous, c'est là où moi j'interviens un petit peu plus. Je te cacherai pas que je suis moins dans ces premiers échanges avec le client. C'est surtout notre force sales et avant-vente qui font beaucoup ces discussions. Il y a des fois aussi des démos des POC, comme on appelle ça, des proof of concept, qui sont faits propres aux clients pour leur montrer que voilà, ils ont toujours des domaines très précis, que ce soit, bah là, par exemple, on a un projet avec un client qui fait des bateaux, donc des yachts, on va dire plus ou moins de luxe. Et donc, eux, bah, vraiment, c'est la partie conception, comment je vais pouvoir suivre, créer un projet qui est finalement le bateau d'un de mes clients, et comment je vais pouvoir suivre dès la conception, très en amont de mon bateau, et comment je vais pouvoir suivre la vie finalement de la conception et de la réalisation de ce bateau et de m'appuyer sur SAP pour pouvoir m'accompagner là-dessus. Voilà, et c'est des sujets sur lesquels, bah, par exemple, on fait voilà, des mini démos, des mini proof of concept pour dire, bah, voilà, SAP effectivement propose à travers les outils qu'il met à disposition, propose ces différents outils et ça répond à vos besoins. Ensuite, voilà, lorsque le projet, on va dire, arrive plus, on va dire, sur ma table, c'est la partie, on va dire, delivery, c'est-à-dire, OK, bah, le client est intéressé, il signe avec nous. Et là, on va commencer, on va dire, la phase de conception. Ce qu'il appelle, dans la méthodologie SAP Activate, c'est la seconde phase, c'est la phase explore. Et ben là, exactement, c'est aussi, après s'être découvert dans la phase de discover, et ben, on va explorer ensemble vos processus métiers. Et c'est là où nous, on rentre en jeu et je rentre avec mes équipes de consultants. C'est de toute manière, on n'arrive pas en disant, bah voilà, SAP, c'est ça, maintenant, à vous de vous adapter. Les consultants, ils ont toujours à cœur, ce sont souvent comme moi, qui ont un passif ou un actif, on va dire plutôt comme ça, un actif dans le domaine industriel et qui sont curieux de comprendre le métier du client. Et donc, on va d'abord rencontrer le client, on va dire, OK, tableau blanc, expliquez-moi vos processus. Donc, les financiers avec les financiers, les sales avec les sales, etc. Et donc, ça permet déjà, dans un premier temps, c'est une étape qui, pour moi, est extrêmement importante, c'est déjà de comprendre le métier du client, de s'immiscer dedans, parce que les projets vont durer 1 an et demi. Donc, on a le temps de créer vraiment une relation forte avec le client et de bien comprendre ces problématiques. Et donc, ça permet de définir en fait un ensemble de processus métiers propres au client. Et ensuite, dans une seconde phase de cette phase explore, on va dire, OK, bah, SAP maintenant, bah, je vais vous montrer comment SAP en standard fonctionne. Aujourd'hui, tu m'as expliqué comment tu gères tes demandes d'achat, tes commandes, tes réceptions, tes gestion de stock. Ben, je vais te montrer comment SAP en standard gère cette partie. Est-ce que ça match ou est-ce que ça match pas? C'est là où voilà, maintenant il y a vraiment cet intérêt, cette interaction qui est vraiment intéressante sur les projets, de dire ok, bah, peut-être qu'il y a des écarts maintenant entre ta façon de faire et la façon de faire de SAP. Bah ok, et c'est là où je parle souvent maintenant de change management et je pense si on se projette à demain nos projets vont être beaucoup plus des projets de change management. C'est accompagner nos clients pour dire, OK, peut-être que ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu travailles comme ça, mais il faut ouvrir ton esprit à cette capacité et faire évoluer tes business process pour que tu puisses matcher sur un standard qui t'est proposé. Alors peut-être qu'effectivement, on a cette capacité
service par service, de matcher avec ce standard SAP. Mais après, voilà, on est français, je dirais. Donc, on a toujours tendance à dire non d'abord et puis être convaincu après. Et puis après, chaque client est unique. Un client, pourquoi il est meilleur sur le marché que son concurrent? C'est parce qu'il a des spécificités propres. Et donc, tout ne peut pas matcher complètement avec un standard SAP, parce que sinon, après, demain, tous les clients qui fabriquent des bateaux ou tous les clients qui fabriquent des plaques de cuisson, eh ben, ils vont travailler de la même manière. Donc, où est finalement la distinction entre et comment sur le marché un client va être meilleur qu'un autre. Et c'est là où on se dit, OK, ben, on a des outils qui permettent, on va dire, de faire des développements spécifiques pour dire, OK, bah ouais, OK, tu n'as pas cette capacité de change management parce que, OK, on le comprend, on l'a analysé, on l'a présenté à la direction et on dit, OK, il faut faire quelque chose. Et là, il faut, on va dire, tordre un petit peu le cou au standard SAP. Et pour ça, on a certains outils pour faire des développements spécifiques aux clients et répondre entièrement à son besoin. D'accord. Donc oui, hein, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Il y a cette notion de ligne qui est en fond quand on met en place ce genre Toujours. Toujours. d'outils. C'est vrai que ça m'amène une petite réflexion où j'aimerais avoir aussi ton avis. Actuellement, on parle beaucoup de bon voilà tout ce qui est agilité. Il y a une place qui est maintenant prépondérante du logiciel dans nos entreprises, ce qui a amené à des bonnes pratiques et des approches autour de l'agile. Bon, il n'y a pas que ça, mais Ouais. il y a une démocratisation de ce genre d'organisation qui s'est mise en place. Et Ouais. on va dire par conséquence, il y a aussi de nouvelles pratiques, mais plutôt orientées produits qui se sont installées. Et aujourd'hui, Oui. on parle beaucoup d'entreprises qui doivent avoir une organisation type produit plus que projet ou process. Et quand je t'entends nous parler de ce genre de mise en place, on se rend compte que finalement, penser uniquement produit, c'est pas possible. Parce Non. que là, on est sur de l'industriel, on peut très bien imaginer d'autres types de produits, mais le process de fabrication, que ce soit pour un produit qui est physique ou même un service, en fait, est toujours là. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui vont travailler ensemble et qui vont avoir leur propre activité. Et il va falloir quand même standardiser, automatiser, hiérarchiser, on peut même dire homogénéiser en fait l'ensemble de ces processus qui vont permettre de développer le service, le produit pour des clients ou en interne, peu importe. Et C'est finalement ça. partir sur un point de vue uniquement produit, finalement en fait c'est compliqué. Oui, c'est exactement ce que tu dis. L'agilité, et on va le voir aussi au niveau des projets d'implémentation, on la retrouve à tous les niveaux. C'est-à-dire que tu le disais, et là, par exemple, la conception de bateaux, comme je te disais chez nos clients, là, c'est propre de l'agilité. C'est-à-dire que chaque produit est unique. Le second bateau qu'ils vont construire, même s'il est exactement pareil, et ben, ils vont devoir être entièrement agile parce que les besoins du client changent, parce que bah, voilà, le client est roi, surtout dans le domaine un peu plus du luxe. Et il faut que l'outil en lui-même soit aussi agile que doit l'être l'entreprise dans son processus et dans l'ensemble des entités. Et on apporte aussi cette agilité, on la retrouve à tous les niveaux et dans la réalisation du projet lui-même, on apporte aussi beaucoup d'agilité. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, c'est comment on va pouvoir, je disais, on a cette phase d'explore qui est donc la phase de conception, on va dire, et dans la phase on va dire, de réalisation, c'est quand je vais commencer à te livrer dans le produit les tâches et les fonctions que tu fais aujourd'hui dans ton système ou sur papier ou sur Excel, mais demain dans SAP. Et c'est comment je vais pouvoir, par mini, on appelle ça des sprints, pour ceux qui utilisent les notions d'agilité, de Scrum, etc. On appelle ça des sprints. C'est comment je peux rapidement te donner quelque chose qui va être concret pour toi et me faire tes retours très rapidement pour que je sois sûr que je suis toujours dans le vrai. Et dans un processus de fabrication, c'est exactement la même chose. C'est de dire, OK, comment je m'assure d'être toujours en phase avec mon client et de pouvoir lui montrer très régulièrement qu'on est dans le vrai et que finalement on grandit ensemble et que s'il y a des variantes à entreprendre, je les anticipe au plus tôt et non pas à la fin de ma production ou si je fais parallèle avec les projets d'implémentation SAP, à la fin de l'implémentation d'un système où le client a dit, mais en fait, on ne s'est pas compris. C'est pas du tout ce que j'attendais du projet et de SAP.
Oui, donc oui, il y a cette notion d'itération qui est très forte, Ouais, comme tu l'expliquais, mais ça te permet, bon, là on parlait du produit par exemple, mais c'est aussi valable pour les process en fait, puisque le process va lui aussi être optimisé au fur et à mesure des itérations qui vont être effectuées. Là, tu nous parlais de bateau en plus, comme on peut facilement le comprendre, là, tu es sur un produit qui va être unique à chaque client, ils vont pas en faire des dizaines, hein, des yachts, hein, ils en ont besoin que d'un seul. Par contre, si on part sur un produit qui va être, on va dire, produit mais vraiment en masse, avec à la chaîne en fait, où en fait ça va être ça. distribué en masse sur l'ensemble d'une population qui aura en fait tous le même produit, ben là en fait on va aussi passer par ces itérations, mais aussi on va optimiser les process de fabrication quand on va créer le produit. Exactement. Donc, Ouais. à un moment donné, quand on va arriver, on va avoir atteint un niveau de maturité dans le produit en lui-même en disant voilà, on a réussi à éliminer tout ce qui n'avait pas de valeur dans le produit en lui-même, mais aussi tout ce qui est autour, c'est-à-dire process de fabrication, livraison. Voilà, si quand le produit va être chez le client ou chez le consommateur, ben, si jamais il veut le remplacer, ben, derrière, on aura standardisé aussi le support, la maintenance, et on pourra lui remplacer la pièce quand il aura besoin. Je pense par exemple au domaine automobile parce que ça s'y prête très bien. Mais on voit en fait il y a cette agilité aussi dans la partie produit, mais aussi process, projet, communication, enfin l'ensemble de la gouvernance d'une entreprise. Exactement. Là, l'exemple, bah, je pense que le bon exemple, enfin, un des bons exemples, c'est le projet que je suis en train de piloter. Donc, je reviens sur les plaques à induction, où ils ont deux grandes typologies de process. Premier process, c'est vraiment la, mince, la fonte du verre. Donc, on est vraiment dans un process, dans du process. Donc vraiment une fabrication en process où on fond le verre et on fabrique, on va dire, des plaques de verre semi-finies. Voilà. Ça, c'est vraiment la partie process. Et après, on va passer dans une logique de transformation, c'est-à-dire dans un process répétitif, où là, on va dire, prendre ce verre, on va le céramiser, on va le couper, on va le décorer en fonction de la demande du client et pour arriver jusqu'à effectivement le produit fini. Donc là, c'est un client qui a finalement deux problématiques parce que deux, je dirais, métiers différents, deux modèles de production qui sont complètement différents. Des fours, des fours à très haute température qui ne s'arrêtent jamais. C'est comme des fours, une fois qu'ils sont lancés, il ne faut pas les arrêter, parce que sinon c'est un process extrêmement long pour les relancer. Et après, dans un second temps, une fabrication plus répétitive sur la fabrication des produits. Donc voilà, c'est ces problématiques-là sur lesquelles on se penche beaucoup pour que l'outil soit encore une fois pas juste un outil de saisie, que SAP ne soit pas un outil de saisie, mais un outil d'aide aussi à l'optimisation de ces processus de fabrication qui peuvent être très différents. Et aussi à la prise de décision. Ah, complètement, Oui. complètement, Parce exactement, à tous les niveaux. on arrive à détecter dans ce que tu dis il y a une notion d'analyse, on va dire, on parle de business analyse par exemple, ou même hein, de stratégie, hein, de se dire, ben voilà, on a les données rentrées dans SAP, SAP nous aide à voir un petit peu plus clair sur ce qui rentre, ce qui sort, etc. Et nous, on peut prendre des décisions par rapport à ça. Exactement. Là, dans la partie au fourneau, hein, dans la fabrication du verre, il est clair que tu passes pas d'une certaine qualité de verre en fonction de ce que tu injectes dans ces fours, dans ces hauts fourneaux. Tu ne passes pas d'une qualité de verre à une qualité autre en une heure, quoi. Ça prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc là, on ne peut pas se permettre de se tromper parce qu'effectivement, lorsqu'on lance une production, c'est pas juste pour quelques plaques de verre semi-finies, c'est pour vraiment un gros volume de verre. Donc, il est important très en amont d'avoir toutes les informations et d'avoir un système qui t'aide à prendre les bonnes décisions très en amont par rapport, voilà, des politiques de marché, des évolutions du marché et aussi des historiques que les clients leur donnent, des D'accord. historiques de commande. Ouais. Est-ce que tu aurais peut-être un exemple à nous donner de cas d'usage en fait de l'outil SAP dans ce genre de prise de décision? Moi, je vais te prendre un exemple dans un autre client qui fabrique des piscines. Donc là, on est vraiment aussi dans et qui a connu ce besoin fort d'optimisation de l'outil SAP post-Covid. Pourquoi? Parce que post-Covid a été un boom énorme dans la fabrication de piscines. Je le cacherai pas. On a un autre client qui fabrique des cuisines. Donc ça a été exactement, on pourrait faire le parallélisme avec ça. Parce que post-Covid, on a beaucoup
tous investis dans notre intérieur. Parce qu'on a redécouvert, par le cloisonnement, on a redécouvert notre intérieur et puis là, on s'est rendu compte qu'effectivement, on va peut-être investir beaucoup plus dans le lieu dans lequel on vit que sur l'extérieur qui, à un moment donné, nous a été coupé. Donc, ça a été un élément très important parce qu'il a fallu rester optimal sur le marché avec une vague énorme de demandes de piscine ou de cuisine qui a été faite post-Covid. Mais on le sait très bien qu'une vague, elle monte et ensuite elle descend. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé avec nos clients sur la partie surtout PIC PDP, donc le plan industriel et commercial et le plan directeur de production. Comment j'anticipe cette vague qui est en train d'arriver, que je suis en train de venir et qui est exceptionnelle parce qu'on l'a jamais vécu et j'espère qu'on vivra plus ce genre d'événement, mais qui a été exceptionnel, mais aussi se dire attention, on va être sur quelque chose qui va avoir une certaine durée, qui va avoir un temps limite, et donc ça a été beaucoup d'anticipation avec nos équipes qui gèrent plus la partie gestion des MRP, gestion des stocks, gestion des prévisions de vente. Et donc, il y a beaucoup de travail avec nos clients sur comment SAP allait leur permettre de pouvoir anticiper cette vague qui venait et surtout l'après-vague Covid. D'accord. Donc oui, il y a cette notion de prédictibilité qui a été possible Exactement. grâce à SAP, grâce aux données qui rentraient. On pouvait voir en fait avec certains outils d'analyse qui sont forcément ou sûrement même intégrés à l'outil, de voir ce qu'il était possible de déclencher comme action via une situation donnée. Et cette fois-ci, c'est évidemment le Covid. Voilà, exactement. D'accord. Exactement. Ok, très bien. Et toi, en tant que chef de projet de ce genre, de ce type de projet-là, en fait, comment tu t'organises? Alors, pas forcément sur l'outil, mais en fait, ta propre organisation, parce que toi-même, tu dois avoir tes propres, on va dire, process, encore une fois, on va dire, pour gérer ton activité de manière globale. Comment ça se Oui. passe? Est-ce que toi, par exemple, tu as des outils que tu utilises, type logiciel, qui te sont propres, ou bien tu as une façon de t'organiser qui t'est propre? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Alors moi, j'ai on va dire au fur et à mesure des expériences, j'ai d'abord, je me fixe aujourd'hui sur ma gestion de projet, je me fixe sur différents drivers, on va dire. Et je me dis, j'ai en tête six points clés sur lesquels je me focalise. Et je me dis, si j'ai cette maîtrise de ces drivers, je me dis, OK, je sais maîtriser mon projet. Il peut y avoir des problématiques, hein, mais tant que tu sais que cette problématique, tu es en train de la gérer, tu restes en maîtrise de ton projet. Donc la première chose, c'est effectivement d'avoir cette notion, enfin, je vais te les citer, c'est la notion de planning. Okay, de toujours avoir cette visibilité claire sur où on en est sur le projet, quels sont les prochains milestones, les objectifs, etc., etc. La notion de budget, bien évidemment, puisque voilà, on a des objectifs en interne de margin sur notre projet. On a aussi un budget qui a été présenté au client, donc à nous, avec le client, de lui garantir qu'on a toujours cette maîtrise du budget. Quel est mon forecast, pardon, qu'est-ce que j'ai consommé et quel est mon estimate to complete, comme on appelle ça, c'est-à-dire, OK, quelle est ma prévision en fonction de si j'ai plus ou moins consommé mon forecast, voilà les prévisions budgétaires de mon projet. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, sur lequel j'ai un œil très particulier, c'est sur la notion de qualité. Qualité, on va dire, ce qu'on appelle les livrables, que ce soit de la documentation, mais le livrable aussi, c'est le logiciel en lui-même, et des ressources, qualité des ressources, c'est-à-dire les consultants qui composent mon équipe, et de dire, OK, est-ce qu'on a le bon niveau d'expertise par rapport aux problématiques qui sont adressées par le client? Ou est-ce qu'on a peut-être aussi trop d'expertise par rapport à une problématique qui est peut-être beaucoup plus faible? Donc, c'est d'avoir les bonnes ressources au bon endroit. Quatrième driver que je gère, moi, c'est la partie risque, donc gestion de risque, et on va dire les issues. C'est-à-dire s'il y a un risque peut-être n'a pas été bien géré, il devient une issue, ou ce sont des issues. Mais voilà, c'est de se dire, OK, j'ai une visibilité claire des risques sur mon projet, des plans de mitigation, donc c'est pas un beau terme, mais comment je vais pouvoir éviter que ce risque ne prenne de l'ampleur et devienne une problématique, donc une issue, et également donc, toujours avoir une vision sur mes issues et surtout être sûr, OK, est-ce que j'ai des plans d'action clairs et définis qui sont définis pour gérer mes risques et mes issues. Le cinquième point, c'est les ressources. Effectivement, on va dire chef d'orchestre,
C'est souvent l'image que j'utilise. Et c'est de dire, OK, est-ce que j'ai bien défini mes ressources? Est-ce que je les ai bien embarquées? Est-ce que le projet, on va dire, est en phase aussi avec ce qu'elles ont envie de faire au quotidien? Et surtout, est-ce que les objectifs que je leur fixe sur le projet sont bien clairs, y compris sur le projet? Et le dernier point, c'est peut-être, des fois je le mets plutôt en premier, c'est la notion de communication. Pour moi, c'est la clé. C'est la clé d'un projet. Si on n'est pas en capacité de communiquer d'une manière claire, d'une manière factuelle, je parlais de change management. Le change management, c'est aussi beaucoup de communication. Si on n'a pas cette maîtrise de la communication qu'on a en interne et aussi vis-à-vis du client, voilà, le projet peut être en difficulté. Donc moi aujourd'hui, ce sont ces 6, on va dire, drivers, comme je dis, que j'utilise pour piloter mes projets. Après, les outils, ils sont divers et variés. SAP met à disposition certains outils. Un outil qui s'appelle le Cloud ALM, qui est en train de grandir aussi énormément. C'est un produit qui est encore un peu jeune, mais qui est en train de grandir énormément, qui te permet déjà de gérer ta partie planning, ta partie jalon, ta partie milestone, ta partie délivrable. Est-ce que le scoping, on va dire, lorsque je définis le contour de mon projet, qu'est-ce qui sera dans mon projet, qu'est-ce qui est hors de mon projet, je vais pouvoir le matérialiser dans ce type d'outil. Donc c'est un outil qui va devenir très puissant. Encore une fois, il est jeune, mais qui va devenir très puissant et qui est vraiment d'une très grande aide pour les chefs de projet et aussi dans les phases, on va dire, de test qui sont inhérentes forcément à la mise en place d'un projet. Quand je parlais d'agilité, c'est de dire, OK, une fois que j'ai défini un processus, que j'ai matérialisé ton processus d'achat, par exemple, dans SAP, on va pouvoir définir des scénarios de test et suivre ces scénarios de test dans cet outil. Et après, il y a voilà, les plannings, tu peux les faire de diverses manières, soit via effectivement Cloud ALM, sous Excel, sous Microsoft Project, etc., etc. Et j'ai des outils, voilà, de type suivi des risques, c'est-à-dire, je définis également une probabilité. J'identifie mon risque, je définis la probabilité. Par exemple, je dis n'importe quoi. Mon équipe projet est réunie dans une seule et même salle, il y a un risque qu'un avion s'écrase sur cette salle. Voilà, par exemple. Bon, la probabilité, elle est extrêmement faible, même si effectivement, si ça arrive, Oui. là, j'ai un vrai problème sur mon projet. Ah ben, oui. Voilà. Donc voilà, on peut prendre des exemples à l'extrême. Par exemple, il y a quelques années, je mettais la notion de Covid en risque. C'était quelque chose que je suivais. On suivait quelles étaient, on va dire, les différentes épidémies qui étaient détectées en France. Est-ce que on fait plutôt du présentiel? Est-ce qu'on privilégie plutôt du distanciel? Tu vois, mais il faut aussi prendre les facteurs extérieurs au projet qui peuvent être des risques. Donc, tu définis en fait finalement dans ton risque une probabilité. Quelle est la probabilité que ce risque advienne? Et s'il advient, quel est l'impact sur mon projet? Et en fonction de ça, tu vas définir, ok, est-ce que j'ai un œil très attentif parce que j'ai une probabilité forte et l'impact est fort sur mon projet? Et donc là, il faut que j'ai un œil très précis sur ce risque pour pouvoir l'éviter, mitiger, comme on appelle ça, et mettre en place des plans d'action. Et à l'inverse, un risque qui est faible avec un impact faible, ok, on peut se dire, ok, on l'accepte tel qu'il est. S'il advient, l'impact sera faible. Voilà. Donc ça, c'est différentes choses. Et ouais, comme je te disais, c'est peut-être mes premières expériences métiers, parce que moi, j'ai besoin de suivre enfin, moi, je viens du monde de la supply, comme tu le disais. J'ai besoin de voir les choses. C'est important pour moi. J'ai besoin de matérialiser les choses. Et dans ma communication, je rabâche toujours un peu les oreilles de mes équipes parce que j'ai besoin qu'on soit extrêmement factuel. Dans des réunions à distance, en présentiel, etc. Si on n'est pas factuel sur des points clés, on ne se comprendra pas. Il est clair. Il est clair. Alors, c'est pas la peine de faire des littératures, ça c'est normal, mais de se dire, ok, est-ce que j'ai une action? Qui a l'action? Et pour quand le résultat de cette action est attendu. Et je suis vraiment très donc par des différents outils, des outils soit Excel ou autres. Enfin, on a plein d'outils qui peuvent exister pour factualiser les choses. C'est ce qui permet de toujours être très en phase en interne, très en phase avec le client, très transparent. J'ai aussi énormément de transparence vis-à-vis
de mes clients. Et voilà, et de toujours avoir ce haut niveau de communication, donc ce haut niveau on va dire de transparence et de compétence vis-à-vis de nos clients. D'accord. Donc oui, c'est vraiment il y a les 6 points en fait, que tu nous as donnés. C'est pas une question de méthode ou d'outils spécifiques. Il y a beaucoup de logique, beaucoup de cohérence dans ce que J'ai tu beaucoup racontes. appris, excuse-moi de te couper, ouais, Euh, je- j'ai beaucoup appris Oui, oui, bien sûr. ben, lorsque j'étais consultant fonctionnel, j'ai beaucoup appris en Mhm. observant les autres, en observant les chefs de projet qui me drivaient, en observant les chefs de projet côté client. J'apprends encore beaucoup. On apprend tous les jours et heureusement. Et voilà, c'est un peu cette méthodologie, je l'ai pas soudain un matin écrit sur un bout de papier, qui est venue d'une manière Mhm. logique, tu le disais. J'ai beaucoup de logique dans mes approches projets et après je m'appuie derrière sur les outils qui peuvent me permettre de contextualiser et concrétiser ces différentes logiques. D'accord. Tu parlais dans ces 6 points, il y a 2 points évidemment qui sont très importants pour tout projet. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent le savent. C'est le budget et le délai. Combien ça coûte et combien de temps ça prend pour mettre en place un projet Alors, ça peut SAP? être. Je peux te donner deux exemples, hein. Là, on va démarrer un projet sur 5 mois chez un client. On est entre 300 et 400 K euros. Le projet que je gère actuellement est à 2 millions. Et on est sur 2 ans de projet. Alors, c'est une filiale, enfin, une entreprise qui a une holding en France avec des filiales aux États-Unis, en Chine et en Thaïlande. Donc, tu vois, voilà, c'est très, très, ça peut varier. Mais c'est comme je te disais en introduction, on s'adresse à des PME jeunes ou qui vont rester en mode PME et on s'adresse également à des grands groupes qui ont des processus très bien établis. Et après, il ne faut pas oublier que l'entreprise, elle évolue tous les jours, elle évolue tous les ans. Une entreprise a des stratégies aussi, des plans à 3+2, comme on dit souvent. Et il faut aussi que le système d'information puisse suivre cette stratégie et voilà, et évoluer. Et c'est ce qui fait que ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, on garde toujours un contact avec nos clients qui tournent aujourd'hui sur SAP parce que la société évolue et ils ont des besoins nouveaux. Et il faut que nous, on puisse les accompagner pour faire évoluer le système d'information en conséquence. Mhm. Donc, plus que la partie projet, on est sur une partie plutôt programme, puisqu'on a le logiciel en lui-même, Ouais, il y a aussi l'infrastructure ou même les process en eux-mêmes. Tout ça, ça déclenche des projets qui sont gérés peut-être de manière différente, mais qui exactement. Ouais. finalement ont le même C'est pour ça que je te objectif. disais en introduction, je ne sais plus si je l'avais dit, mais en fait, les équipes, mon équipe que je pilote, j'ai 2 types de profils. Un profil de chef de projet, donc ce que je pilote aussi en parallèle. Donc j'ai cette double casquette. On va chez nos clients, on met en place SAP, on démarre SAP. Et un profil de service manager, c'est-à-dire une fois que le projet est live, comme on dit, que l'ensemble des utilisateurs utilisent SAP, on dit pas au revoir, merci, à bientôt. Et on propose effectivement du service D'accord. management, c'est d'agir, de dire, OK, via des équipes de consultants de ce qu'on appelle de TMA, la tierce maintenance applicative, dire demain, soudain, il y a un problématique dans le système qu'on n'aurait peut-être pas détecté au moment des tests ou avant le go live du projet. Et on a des équipes en support qui vont t'aider à résoudre tes incidents. Mais aussi, on est en veille avec nos clients. On suit régulièrement, on discute régulièrement avec nos clients pour dire exposez-nous un peu votre stratégie à 3+2 et puis détectons ensemble si vous avez besoin que on anticipe si vous avez besoin vous allez acquérir par exemple une filiale à l'étranger. Je pense que vous allez vouloir aussi demander à cette filiale de tourner sur SAP demain, donc de définir une entité propre à votre filiale dans dans l'organisation structurelle, c'est un mot difficile à dire, de SAP et pouvoir ensuite consolider les reportings financiers pour que vous ayez toujours ces éléments financiers au niveau de la direction du groupe. Ouais. D'accord. Oui, ouais, on est vraiment Ouais. sur cette notion de suivi, d'évolution et ce qui déclenche des projets, mais finalement, le cœur reste le même, ça restera alors, l'utilisation des SAP, oui, mais pour atteindre des objectifs spécifiques, comme on disait depuis le début, organisation, processus, Ouais. homogénéisation, etc. Mais oui, c'est le déclenchement de plusieurs projets Oui. qui vont amener à chaque fois sûrement un nouveau cadrage avec une évolution, une amélioration de ce qui a déjà été mis en place. Et après, bon, c'est la gestion de Exactement. projet. Le Mais driver reste le métier.
C'est-à-dire, c'est le métier qui va évoluer. C'est pas le système d'information qui va faire évoluer le métier, sauf dans cette partie change management propre à l'implémentation du projet. Mais la société, l'entreprise évolue, le métier, le business évolue. Il faut que le système d'information puisse évoluer aussi rapidement que l'entreprise. Oui. Oui. Et comment tu vois ton activité d'ici quelques temps? Parce qu'on parlait tout à l'heure d'un peu d'IA. Bien sûr. Alors, il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres éléments qui vont venir s'intégrer. Mais est-ce que toi, tu as déjà une vision de l'évolution qui peut s'amorcer, se déclencher? SAP, alors, ce qu'il faut juste expliquer pour ceux qui connaissent pas encore SAP, SAP avait une solution qu'on appelle on-prem, c'est-à-dire les infrastructures, les serveurs peuvent être hébergés chez le client ou peuvent être hébergés chez nous. Donc, on va dire, on est maître non seulement de la partie infrastructure, mais également de la partie solution. Ce qu'a développé SAP maintenant depuis plusieurs années et qui maintenant sont propres à nos projets, on va dire quasiment tous les clients qu'on adresse aujourd'hui, ce sont des projets SAP Cloud. Donc, on est vraiment dans de l'hébergement, dans des hyperscalers propres à SAP, et on est dans des solutions cloud. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est comme sur nos téléphones. Voilà, on a des mises à jour qui sont faites automatiquement. Je n'ai plus, on va dire, la maîtrise. Ouais, on va dire la maîtrise de oui ou non. Est-ce que je vais mettre à jour ce qu'on appelle des releases? Est-ce que je vais mettre à jour le logiciel que j'utilise? Et donc, c'est ce qui déjà anticipe déjà notre manière d'aborder les projets. Je parlais de la partie communication, je parlais de la partie change management. C'est dire au client, ok, votre métier est propre à vous, bien évidemment. On comprend très bien. SAP met à disposition des processus standards. Ces processus standards, demain, ils vont évoluer. Si on crée des rustines, entre guillemets, c'est pas un très joli mot, mais si on crée des développements spécifiques à vous, à chaque évolution du système, vous allez devoir faire un ensemble de tests de non-régression pour vérifier que là où on a tordu légèrement le cou à la solution standard, vous allez devoir mener un certain nombre de tests de non-régression. Alors pour ça, il y a deux choses. Première chose, c'est que SAP, mais aussi via cet outil Cloud ALM, va mettre aussi en place un certain nombre d'automatisation des tests. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment assez puissantes. C'est-à-dire que SAP, 2 fois par an, met en place des releases majeures de sa solution. Donc, monte en version, corrige des bugs qui avaient été détectés par des intégrateurs, mais aussi apporte des nouvelles fonctionnalités. Donc, ça veut dire que 2 fois par an, un client qui a tordu le cou complètement à SAP va devoir jouer un certain nombre de tests de non-régression. Et via l'outil Cloud ALM, en fait, il peut, et c'est un aide, on va dire, à dérouler d'une manière automatique des tests que j'aurais joués une première fois, enregistrés, je vais la faire simple, et le système va le dérouler automatiquement et va nous faire un rapport d'erreur. Mais ça n'empêche que s'il dit, aujourd'hui, le développement que tu as fait propre à ton SAP, il ne marche plus, il faut que tu l'adaptes. Ça veut dire qu'il faut des fois peut-être revoir complètement, et ça peut être très lourd, revoir complètement le développement que tu as fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, déjà aujourd'hui, mais encore plus demain, on va être surtout dans des projets de change management. C'est dire, ok, l'outil, je le disais, c'est le business qui drive, mais moi je vois que demain, en fait, le business et l'outil informatique qui va t'aider vont quasiment arriver au même niveau. C'est-à-dire que l'outil, c'est quelque chose qui va évoluer extrêmement rapidement. Encore une fois, SAP apporte des releases 2 fois par an. Donc, c'est quand même des fonctionnalités majeures avec l'introduction de l'intelligence artificielle aussi. Et donc, j'ai l'impression que on va être un peu dans un vase un vase communicant où l'outil va faire en sorte que le business va devoir évoluer rapidement. Et ce gap-là, c'est le change management qu'on va devoir continuer à faire continuellement avec nos clients. Dès aujourd'hui, on aborde beaucoup plus cette notion de soit en capacité d'évoluer, monsieur le client, il faut que tu sois en capacité d'évoluer parce que le système d'information cloud qui va être mis en œuvre chez toi va évoluer extrêmement rapidement. Donc, il faut que tu aies beaucoup d'agilité aussi. On peut avoir cette notion d'agilité à tous les niveaux, mais il faut qu'il y ait aussi tu aies beaucoup d'agilité dans tes équipes, beaucoup d'agilité dans tes business process demain. Je
je prends un exemple. Il y a ce qu'on appelle du machine learning. Alors, je sais pas si c'est forcément le bon terme. Je suis approvisionneur. Je passe des commandes à X, Y fournisseurs. Donc, je suis approvisionneur d'une grande entreprise. J'ai énormément de fournisseurs. J'ai pas le temps de les suivre d'une manière très fine. Je sais que j'ai mon fournisseur A qui livre toujours avec une semaine de retard, par exemple. Sur les 6, 12, 15 derniers mois, il m'a toujours livré avec un certain nombre de retards. Et ben, le système va être en capacité de dire, attends, et ben, je vais te demander, toi, approvisionneur, je vais te proposer de passer des commandes avec des délais plus longs chez ce fournisseur-là du même produit, sur lesquels tu ne passerais peut-être pas le même délai chez un autre fournisseur. Voilà, ce sont des choses qui finalement vont apporter. Alors on est aussi peut-être de nouveau dans le lean manufacturing, dans l'élimination de tâches à faible valeur ajoutée, mais c'est de dire c'est là où le système va apporter ces nouvelles fonctionnalités et dire ok, demain tu vas pouvoir intégrer ces nouveaux outils qui vont te permettre d'être encore plus performant et d'optimiser ta façon de travailler au quotidien. C'est un exemple, tu vois. D'accord, ok. Bon, très bien, on arrive doucement à la fin de l'interview. Donc c'était vraiment très, très, très enrichissant, tout ce que tu nous as pu expliquer autour de SAP, mais même de SAP en lui-même ou tout ce qu'il y a autour. Est-ce que pour terminer cette petite interview, tu aurais peut-être on va dire des ressources à donner aux gens qui nous écoutent pour les aider tout simplement à s'améliorer, à se diriger vers une compétence en particulier ou creuser un sujet en particulier qui peut être autour du lean, de tout ce qu'on a pu parler aujourd'hui, ou même peut-être autre chose. Et si oui, donc citer ces ressources, ça peut être des bouquins, des personnes que tu as pu voir ou tout ce qui peut être intéressant. Hein. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner pareil aux gens qui nous écoutent? Alors moi, je suis vraiment pas un bouquineur, on va dire. J'ai vraiment, je l'ai évoqué avant, moi je me suis beaucoup forgé sur mon expérience en fait. Et je me force encore, je me forge encore aujourd'hui sur l'expérience et les personnes qui m'entourent. C'est vraiment moi le conseil que j'ai, c'est de vraiment capter toutes les expériences. J'ai eu des mauvaises expériences, hein, mais j'estime qu'une mauvaise expérience c'est une force parce qu'on sait déjà là où il y a eu une problématique, peut-être que j'ai mal fait, ce qui a été mal fait, et c'est là-dessus que j'ai forgé en fait toute mon expérience. Donc malheureusement, j'aurais pas forcément des éditions ou autres à conseiller. Je dirais si je prends un exemple, par exemple, si je veux avoir une description un peu plus précise sur la méthodologie projet, on parle souvent de méthodologie projet, waterfall, en V, en cascade, etc., etc. Agile, comme on le disait. Voilà, ça peut être des éléments qui permettent de capter certains points. Dire, OK, il faut que je sois attentif à ça. Chaque méthodologie a des jalons. Je dois être attentif au fait que je dois bien veiller que si mon jalon n'est pas atteint, est-ce que je suis en capacité à passer au jalon suivant, etc., etc. Et c'est toujours, on va dire, si les choses, enfin moi j'essaie toujours de me projeter en me mettant à la place des autres. C'est souvent ce que je fais, peut-être des fois un peu trop, pas grave. Mais je me mets à la place de mon client. Et je me dis, est-ce que je suis en train d'exprimer? On a la même compréhension. Je me mets à la place de mes équipes. Et donc, si les choses sont claires pour moi, j'estime que je serai en capacité de l'expliquer et de convaincre ou d'embarquer avec moi mes équipes et le client. Donc, si on a un doute, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, si on a un doute, c'est que je dois trouver l'information d'une manière ou d'une autre, avec des collègues, en grenouillant effectivement sur le net, et je pense que c'est une source d'information énorme, et également en utilisant les outils que SAP, par exemple, met à disposition, avec beaucoup aussi de documentation, et en allant chercher les différentes informations. Mais moi, je suis vraiment beaucoup plus l'expérience, enfin de grandir par l'expérience, on va dire. Et voilà, moi, c'est ce que je conseillerais, c'est ce que je conseillerais beaucoup. Donc, mettre en place, on va dire, beaucoup de choses sur le terrain et faire jouer l'empirisme. Et puis, être transparent, ne pas hésiter à dire, là, je suis pas compétent, j'ai pas forcément cette compétence. Par contre, je vais prendre le point.
je vais me renseigner et puis je vais le devenir et je reviens vers toi et on va soit travailler ensemble et on va acquérir ensemble cette compétence ou soit je vais aller la chercher cette compétence et ensuite je vais te faire ces différentes présentations. Par rapport à ta question sur l'orientation de la chefferie de projet, pas forcément SAP, mais d'une manière générale. Alors moi, j'aime bien toujours utiliser des images parce que ça m'arrive souvent quand je suis dans une soirée avec, tu te rencontres des gens que tu connais pas, tu expliques ton projet, puis tu vois que les gens, tu les perds. En fait, tu exprimes ton métier, pardon, et tu vois que les gens, tu les perds parce que déjà un logiciel de gestion d'entreprise, ils savent pas forcément ce que c'est, etc. Donc moi, j'utilise souvent des images, j'utilise souvent l'image du chef d'orchestre. Dire, ben, finalement, je suis un chef d'orchestre, je suis pas un virtuose dans tous les instruments que compose mon équipe. Par contre, j'ai la compréhension de ce qu'attend le client de moi. Il souhaite que je lui fasse une symphonie de Jean-Sébastien Bach. Donc à moi de définir la roadmap, à moi de m'entourer des équipes. Ok, est-ce que j'ai besoin d'un violoniste? Est-ce que ce violoniste, il a une part importante dans le projet? Donc, est-ce que ça doit être un virtuose ou est-ce que ce n'est pas forcément un virtuose? Et est-ce que, voilà, si j'ai un clarinettiste qui n'est pas forcément un virtuose, est-ce que je le double avec quelqu'un qui va être un peu plus expérimenté, qui va l'aider aussi à monter en compétence? Voilà, alors c'est des images, hein. Et se dire, ok, quand on va commencer à jouer la musique, de se dire, ok, veillez que tout le monde a une bonne compréhension de qu'est-ce qu'on doit jouer, quand est-ce qu'on doit démarrer, définir des jalons où tout le monde finalement va arriver à la même note au même moment pour se dire ok, est-ce que si je suis là, je peux passer à la partition suivante. Tu vois, c'est un peu voilà, c'est cette notion de chef d'orchestre et puis j'utilise aussi l'image du capitaine d'un navire parce que le capitaine d'un navire, il est toujours, on va dire, sur le pont en haut, et il doit toujours avoir cette visibilité au loin de ce qui va se passer. Alors, il y en a qui n'ont pas réussi à voir arriver des icebergs, mais voilà, c'est aussi cette notion de prendre de la hauteur, d'avoir cette visibilité au loin, parce que les personnes qui s'occupent de la machinerie, ils ont le nez dans le guidon, ils n'ont pas cette notion de dire ok, attention, on va anticiper le virage, parce que le virage, ça se prend pas en un jour, ça peut être sur une semaine, 2 semaines, et je vais t'expliquer aussi pourquoi on va devoir prendre ce virage, et on va le faire ensemble, et si voilà, tout est bien compris, tu as l'adhésion de tes équipes. Voilà. C'est un peu imagé, mais voilà, c'est souvent la manière assez enfantine que j'ai d'expliquer mon métier et des valeurs, qu'est-ce qu'on apporte nous sur un projet en tant que chef d'orchestre, au lieu de, à part gesticuler les bras dans tous les sens, finalement quelle est notre valeur ajoutée sur un projet. Voilà. Parfait. Je pense que ça conclut parfaitement l'interview.